Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de vous partager une réflexion sur comment faire acquérir des compétences transdisciplinaires en apprentissage en santé avec le recours à des approches pédagogiques entrecroisées en loisirs thérapeutiques. Et au fur et à mesure de ma présentation, vous allez découvrir des visages de certaines des personnes qui ont collaboré à ce projet pédagogique grâce à leur partage en salle de classe avec les étudiants. Donc, pour commencer, quelques rappels pour une mise en contexte dans le domaine en lien avec la santé et le mieux-être des personnes. La science pure ne suffit pas. Alors, le contact humain direct reste primordial, sachant également que le regard de la société peut rajouter aux difficultés des personnes, ce qui n'aide pas à les surmonter. Nicolescu rappelait que la science moderne est fondée sur l'idée d'une séparation totale entre sujet connaisseur et la réalité, supposée être complément indépendant du sujet qu'il observe. Et je ne vais pas rentrer en détail, on a longuement abordé ça lors de la session 1 de notre colloque. Duluth, lui, précise que la science n'est pas une réponse en soi, mais une façon d'interagir et de réfléchir. Elle nous oriente de façon fiable dans cet univers complexe. Dans ma charge de cours, donc, j'ai un cours obligatoire qui est le cours loisir thérapeutique qui est donné dans le cadre du programme du baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme, mais aussi offert en option à d'autres formations telles qu'en psychologie. Donc, ce cours est un cours d'introduction au domaine des loisirs thérapeutiques, donc à la santé, au mieux-être. Donc, c'est une réflexion que je présente ici pour voir comment permettre de développer des compétences transdisciplinaires chez nos jeunes étudiants. Alors, je vais commencer par vous mentionner la pertinence sociale de cette réflexion. Le monde dans lequel nous vivons évolue et est très complexe. L'individu n'évolue pas dans des silos totalement séparés. Je pense que je prêche à une église déjà acquise à la question. Donc, on vit durant notre journée en contact avec différentes problématiques et différents sujets. Sur le plan entrepreneurial, Bariel souligne qu'il faut se regrouper pour échapper aux silos et travailler vers un objectif commun en misant sur la communauté d'apprentissage. Il est donc important de préparer judicieusement les personnes étudiantes à progresser de façon optimale, productive, collaborative dans une société d'aujourd'hui et de demain en les préparant à la citoyenneté. Alors, pour moi, la citoyenneté, c'est être ouvert les uns vers les autres et être ouvert vers sa communauté. Sur le plan de la pertinence scientifique, il s'agit de faire émerger des pratiques pédagogiques transdisciplinaires inspirantes qui arrivent à mobiliser le corps professoral pour des collaborations centrées sur les besoins de l'humain et du développement durable, et aussi montrer comment le rôle du professeur médiateur est important dans la transmission de savoir-faire et de savoir-être, sachant que le savoir, lui, est en transformation et en évolution permanente. Alors, pour ceux qui sont en pédagogie, juste pour mentionner, je me suis basée sur la taxonomie de Bloom révisée, mais j'insiste sur les apprentissages apprendre à synthétiser en portant un regard sur la construction de soi. Et selon les travaux de Mukeli, l'identité est complexe et se décline selon un ensemble de sentiments dont on peut citer ici l'appartenance, l'autonomie et encore la confiance et l'existence. Et je ne connaissais pas du tout les présentations qui nous précédaient, mais je pense qu'on a longuement parlé de la notion de confiance. Un petit clin d'œil sur aussi un sujet qui a été longuement discuté et débattu hier soir dans le cadre d'un panel, dans le cadre du congrès de l'ACFAS, c'est cette fameuse intelligence artificielle. Alors, si je reprends la question qu'on connaît dans certains contes qu'on a souvent, certains d'entre nous ont vu, « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui suis-je » Alors, quelles réponses vont donner nos jeunes ? Quels seront les impacts de la présence de plus en plus envahissante de l'intelligence artificielle sur l'identité? Une question que plusieurs auteurs se posent de plus en plus chaque jour. Et vous allez voir comment je commence mon cours avec cette question importante. Aussi, j'invite mes étudiants en début de cours à éviter d'utiliser leur cellulaire et à utiliser
l'ordinateur portable, vraiment dans les limites des besoins des activités qu'on aura à faire en salle de classe. Alors, l'article de Fisher, qui a été publié le 31 mars dernier, donc tout récemment, souligne les progrès considérables réalisés récemment dans le domaine des outils d'intelligence artificielle générative nous ont permis d'explorer les profondeurs de nos propres capacités et d'étendre nos compétences de base à l'aide d'outils sophistiqués basés sur l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines d'expertise. Attention, il ne s'agit nullement ici dans ma présentation de porter un jugement sur la place de l'intelligence artificielle dans nos vies. Et je reprends ici les mots de Lise Langlois, directrice générale de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, qui écrit dans Le Devoir: « Aujourd'hui, les bénéfices, tout comme les risques de l'intelligence artificielle, sont grands et nécessitent une pluralité de regards, une ouverture, une humilité et un désir de travailler en commun pour améliorer les conditions de vie et notre mieux-être dans l'intérêt public. L'interdisciplinarité est essentielle aux défis posés par les développements de l'intelligence artificielle. Cette multiplicité de regards se révèle nécessaire, chacun apportant sa pierre à cet édifice d'un développement que l'on souhaite tous responsable et soutenable. » Alors, au niveau d'un autre article que j'ai relevé, qui est publié quelques années plus tôt, mais qui pose aussi la problématique: quel est l'objectif de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ce n'est pas de remplacer le corps médical, mais de devenir un atout pour perfectionner le diagnostic, améliorer la prise en charge, personnaliser les traitements en fonction des patients. Donc, en tant qu'enseignante et transmetteur de savoir-faire et de savoir-être, comment pouvons-nous apporter notre contribution à la future génération pour soutenir un développement durable, éthique, respectueux de l'humanité, comme étant une composante de l'ensemble complexe de l'environnement naturel qui nous accueille? Dans tout cela, nous ne pouvons aujourd'hui omettre de faire la place à l'intelligence artificielle, au développement d'un environnement de plus en plus artificialisé, mais je ne m'attarderai pas sur ça dans la présente réflexion. Dans ma réflexion, je vais surtout mettre l'accent sur les approches pédagogiques entrecroisées utilisées dans le cours et sur l'importance mise sur la transdisciplinarité dans un parcours de santé et sur le rôle du professeur médiateur. Celui-ci ne transmet pas un savoir, lequel est en transformation constante, comme je l'ai dit, mais il met son savoir-faire à la disposition des personnes étudiantes en créant des environnements riches qui encouragent leur participation pour construire et déconstruire quelque chose que j'ai déjà entendu mentionner, comme quoi on se retrouve ici, et c'est remettre en question des apprentissages antérieurs, leur propre savoir, et maximiser leurs compétences et capacités à s'adapter aux besoins évolutifs de la société. Il s'agit donc d'une réflexion qui veut voir est-ce qu'on peut trouver une nouvelle façon d'aborder les cours pour aider nos jeunes à trouver leur place dans la société. Comme le dit si bien Duluth, le but implicite du partage d'idées est non seulement de briser la solitude, mais aussi de répartir la charge d'une idée. Et l'approche pédagogique circulaire autochtone, faisant aussi partie de mon expérimentation pédagogique en transdisciplinarité, incite à réfléchir, non pas à chercher effrénément une solution à une question, mais à réfléchir en détail à la question posée et à comment l'enrichir. Une pédagogie axée sur la poursuite du processus et pas uniquement sur le produit final. Alors, plusieurs collègues, vous l'avez entendu, ont bien expliqué, présenté en long et en large la transdisciplinarité. Moi, je vais mettre l'accent ici sur sa pratique dans le domaine de la santé et dans le domaine pédagogique en éducation universitaire. À ce jour, très peu d'études ont mis en avant la transdisciplinarité dans la recherche en santé. J'ai trouvé quelques travaux, je vous en mentionne deux ici. Dans le travail d'Archambault et ses collègues, les auteurs écrivent « Comme l'indique son préfixe trans, la transdisciplinarité implique le passage d'une discipline vers une autre pour les entrecroiser et les dépasser. » Dans l'étude de Mantuy, Blanc et leurs collègues,
ils mettent en exergue la puissance de la transdisciplinarité via un modèle d'intervention transdisciplinaire en attitude comportementale pour des personnes qui ont des dysfonctionnements au niveau alimentaire. Il s'agit d'un groupe de recherche de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et sur la présentation de ce groupe de recherche, on peut lire « Si la multidisciplinarité se dit, l'interdisciplinarité se vit, la transdisciplinarité, elle, se bâtit par l'expertise collective transdisciplinaire. Il faut souligner que la finalité de la transdisciplinarité est la compréhension du monde présent. » Alors, les Grecs appelaient l'éducation paideia, une transmission de connaissances chargée de sensibilité, de valeurs, et je n'ai pas mis tout le reste. Les auteurs, Collin et compagnie, s'interrogent, eux, sur cette définition de l'éducation. Est-ce qu'elle ne se serait pas sentie grippée, il y a un problème à un niveau donné, parce qu'on voit que l'éducation est passée d'un idéal de formation à une grille de formatage. Le chercheur Lucas, lui, puis ce n'est pas Georges Lucas de la Guerre des Étoiles, non, c'est David Lucas, lui mentionne la relation pédagogique ne met pas seulement en jeu des contenus ou des consignes rationnelles, mais aussi une influence tenant à la sensibilité et à la personne du pédagogue. L'éducation n'est alors plus de l'ordre du seul discours, mais tient également aux dispositions psychiques de l'adulte. Or, ces dispositions échappent largement aux méthodes pédagogiques programmées d'avance et dépendent au contraire de ce que l'éducateur est dans le plus intime de sa psychologie. Et, je ne sais pas s'il y a de la synchronicité, c'est ce qu'on venait de dire dans la séance précédente. Alors, selon Feuerstein et Feuerstein, deux éléments majeurs doivent être pris en considération pour le développement du sentiment de compétence. Équiper l'apprenant des prérequis de compétences, les stratégies cognitives, et offrir à l'apprenant des opportunités d'être confronté à certaines situations et de les maîtriser. Alors, partie de ce contexte que je viens de vous présenter rapidement, je me suis questionnée sur mon approche pédagogique que j'aborde avec mes étudiants et que je fais évoluer, que j'enrichis d'année en année. Donc, je me suis dit, cette année, en 2023, je vais essayer d'analyser tout ça et voir est-ce que je suis sur la bonne voie. Donc, sur les 13 personnes qui ont suivi le cours, 12 ont accepté de signer un engagement que j'avais le droit d'utiliser leurs documents et tout ce qu'on a utilisé durant le cours. Alors, au niveau des outils, comme on est dans une recherche scientifique, j'ai utilisé des enregistrements que je fais en classe, les fiches d'évaluation qu'ils doivent remplir après chaque échange avec chaque personne invitée, leurs journaux de bord, ils doivent tenir un journal de bord comme un journal personnel intime, où ils doivent mettre en pratique les 4 piliers de la roue de la médecine autochtone, de l'approche pédagogique autochtone, donc comment ils se sentent physiquement en classe, les émotions au niveau cognitif, comment ça s'est passé, au niveau spirituel, qu'est-ce que ça a engagé en eux, et au niveau social aussi, comment s'est passée l'interaction, bien sûr, au niveau des connaissances, 3 connaissances au minimum qu'ils ont acquises au niveau des interactions en classe. Et bien sûr, l'approche est autobiographique puisque je vais analyser ma propre approche. Donc, plus techniquement parlant, voici globalement les approches pédagogiques que j'utilise dans le cadre du cours. Alors, je ne vais pas les aborder en détail, mais c'est l'approche expérientielle parce que je leur fais vivre des expériences soit à titre individuel, soit durant les visites avec des personnes invitées. L'approche collaborative parce qu'ils doivent faire des travaux en équipe, et je reviendrai sur ce mot, je ne dis pas en groupe. Alors, aussi les approches par projet parce qu'ils ont des projets à réaliser, l'approche transdisciplinaire à travers la place centrale de la personne humaine que je rappelle toujours à chaque exercice, à chaque activité, aussi l'approche autochtone parce que c'était le principe de cette expérimentation durant cette session, à travers donc l'introduction des principes de la roue de la médecine et la réflexion sur la culture autochtone. L'approche magistrale
je le fais maintenant, mais je ne l'aime pas parce que je suis capable de parler des heures, mais je le fais de moins en moins. Et vous allez voir, je développe l'approche par découverte guidée, dans le sens que je vais mettre mes PowerPoint, mes présentations un peu plus techniques, de connaissances théoriques, sur la plateforme de pédagogique Click, et j'invite les étudiants à aller découvrir ces éléments-là. J'utilise aussi l'approche universelle à travers une planification rigoureuse à la suite de l'anticipation des besoins qui pourraient émerger. Donc, je n'aurai pas le temps de vous donner des exemples, mais s'il y a des incidents qui se passent en classe, un étudiant qui vient en retard, quelqu'un qui chahute un enfant, ben, je ne vais jamais pointer du doigt ou faire la remarque à ce moment-là. Je vais y réfléchir de retour chez moi. La séance prochaine, j'initie une activité de loisir intéressante, mais à travers laquelle ils comprennent qu'il y a des apprentissages. Aussi, donc, j'utilise l'approche actualisante qui est une approche qui va mettre l'ancrage sur l'autonomisation et la responsabilisation en tant que membre de la société. Alors, je vais vous partager quelques exemples de retour sur cette approche-là, sachant que, vu que la session d'hiver 2023 vient juste de se terminer, je ne pourrai pas vous donner des résultats de l'analyse des journaux de bord ou des fiches d'apprentissage, mais le dernier jour du cours, j'ai préparé un Forms, merci aux outils technologiques qu'on a, qui m'a permis d'avoir l'évaluation formative à la fin du cours, donc, et de poser certaines questions rapidement aux étudiants. Au début du cours, je pose déjà la question aux étudiants, qui suis-je? Donc, au début du cours, avant de commencer, les étudiants doivent remplir un formulaire, un Forms, où ils font un autodiagnostic d'eux-mêmes. Quelles sont leurs capacités, quels sont leurs défis, quelles sont leurs forces, et avec ça, qu'est-ce qu'ils souhaitent acquérir comme connaissances et compétences dans le cadre du présent cours dans lequel ils commencent à l'aventure. Alors, vous voyez, au niveau déjà de ce formulaire d'auto-évaluation, il y a deux mots qui apparaissent en premier, bienveillant et débrouillard. Donc, c'est leur capacité, je dis, bâtissez sur ça et développez votre créativité. Ensuite, donc, je pose d'autres questions, dont ici, par exemple, quels sont les défis que vous pensez avoir? Qu'est-ce que vous avez déjà appris dans votre cursus jusqu'à aujourd'hui qui pourrait vous servir dans ce cours? Et qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir encore apprendre pour renforcer vos capacités? Donc, cette quatrième question-là, je vais y revenir maintenant, parce qu'à la fin du cours, je leur ai demandé, donc, donnez-moi deux apprentissages majeurs, les plus importants, que vous avez appris sur vous-même, que vous avez pu réaliser. Donc, ils ont identifié leurs limites au départ et là, ils ont grandi. 13 semaines, on a grandi comme cette fleur, on l'a bien arrosée. Et voici quelques-uns des témoignages qui sont ressortis. Mieux me comprendre, avoir plus confiance en moi. Mon premier apprentissage majeur que j'ai tiré de ce cours est l'importance de l'écoute active. Cela m'a vraiment fait me demander pourquoi nous écoutons et m'a fait réfléchir sur la façon dont je peux mieux m'aider moi-même et apprendre le plus de chaque cours et opportunité d'apprentissage. Si on veut prendre soin des autres, il faut d'abord savoir prendre soin de soi-même. J'ai également appris l'importance d'écrire plusieurs fois nos apprentissages, de les relire, d'écrire nos ressentis, nos sentiments pour y voir plus clair et apprendre plus vite. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte au début qu'en fait, je leur faisais faire des retours sur leurs apprentissages, mais d'une façon subliminale à différentes reprises. Donc, je leur faisais répéter leurs apprentissages, mais d'une façon pas directe, donc ils ne s'en rendaient pas compte. Donc, cette personne s'en est finalement rendu compte. Alors, dans le cadre du cours, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que je leur fais faire, mais d'une façon agréable pour qu'ils se découvrent et qu'ils découvrent en même temps différentes activités de loisirs et qu'ils découvrent qu'on peut être créatif en loisirs pour amener du mieux-être. Alors, ils ont une rencontre à faire avec un livre et je n'ai pas le temps de vous décrire le processus que j'ai mis en place,
mais c'est aussi une thérapie pour eux-mêmes. Ensuite, j'ai appelé ça cinémathérapie. Ils ont allé sur le site de l'ONF, qui présente plusieurs films, documentaires, courts-métrages, etc., gratuits, et ils ont aussi à faire une démarche qui est aussi une thérapie pour eux. Ils font ensuite une analyse d'articles scientifiques parce qu'on est à l'université et on doit aussi faire quelque chose d'un peu plus sérieux que de s'amuser. Ensuite, ils ont un journal de bord à tenir, un rapport de journal de bord et un travail collaboratif à faire sur une activité de loisir thérapeutique qu'ils doivent aller chercher sur le plan vraiment très, très technique des articles, de la crédibilité, tout ça. Vous allez vous dire comment on fait pour survivre 13 semaines à ça, mais on y arrive. En parallèle, on a eu 7 personnes invitées que j'ai reçues en salle de classe. Donc, j'ai reçu une première personne que je vous présente ici, c'est Lisa Bourque, alors qui est d'origine métisse, donc elle a des racines autochtones, et depuis 2 ans, elle collabore avec notre université pour justement la notion de décolonisation et l'introduction d'approches autochtones sur le campus. Donc, je l'ai invitée. Elle a eu à peu près la moitié d'une séance, un peu plus, pour faire des activités, présenter la roue de la médecine et aussi présenter des aspects de la culture autochtone. Et vous voyez l'image où elle a fait en mode géant le capteur de rêve. Alors, c'était très, très impressionnant pour les étudiants. La dernière séance, j'ai aussi bouclé la boucle du cours en invitant une autre personne d'origine autochtone qui a beaucoup de savoir et de connaissances et qui a aussi permis d'enrichir ce savoir culturel et qui a surtout fait vivre une expérience de smudge avec les étudiants et ça nous a permis de sortir de la salle de classe, d'aller à l'extérieur. Il leur a présenté des essences d'arbres qu'on avait juste autour, donc les reconnecter à la terre, les reconnecter à la médecine naturelle et ça a beaucoup impressionné plusieurs de nos étudiants. Alors, je vous mets un témoignage juste qui dit que les apprentissages les plus importants pour moi, c'est celui sur la culture autochtone en premier lieu. Et la roue de la médecine autochtone a été déjà mentionnée par 2 personnes, et ça, c'est juste les premières analyses rapides que j'ai pu faire de la documentation. Alors, je vous dis, moi, j'ai demandé aux étudiants de ne pas avoir le cellulaire, de ne pas utiliser l'ordinateur, juste au minimum. Je les remets au papier, crayon, stylo et à bouger, se lever, et ils ont adoré ça. Alors, ça permet des discussions, des échanges, des partages, la proprioception, la kinesthésie, on développe tous les sens. La deuxième partie du cours, vous dites où est-ce que je place, mais c'est invité. Première partie, on prépare qu'est-ce qu'on va aller chercher comme connaissance et ensuite on essaye d'avoir une personne invitée qui complète ça avec du réel, du concret, une expérience et un vécu d'un professionnel. Je ne suis pas clinicienne, je suis gestionnaire, on vous a présenté mon parcours, géographe, et ça fait des années que j'enseigne ce cours, donc je me suis formée sur le tas. Donc 2h30 de cours. Au début, c'était 1h15, 1h15. Je me suis dit, ça ne sert à rien, on n'apprend rien. J'ai mis toutes les 2 séances ensemble. Ça nous permet vraiment d'enrichir le parcours pédagogique. Donc, ça, c'est une personne que j'ai invitée. C'est une personne à la retraite de la communauté, j'implique la communauté, qui a publié un livre et elle a partagé comment la publication de ce livre a été un parcours thérapeutique pour elle. Elle s'est découverte. Parallèlement, on a aussi eu une autre personne invitée qui a parlé aussi de l'écriture et des bienfaits de l'écriture. Donc, Alice a partagé son parcours et a partagé aussi comment on peut faire soi-même de l'écriture pour se sentir bien. Ça faisait un lien avec mon journal de bord. Et les étudiants ont regardé différemment l'intérêt de tenir à jour leur journal de bord. Ici, vous avez Marc Paulet, c'est une personne certifiée en yoga thérapeutique, mais vous voyez, Marc est sur la table, c'est lui qui s'est mis. Marc est amputé de sa jambe, il a eu un accident de moto quand il avait la vingtaine. Donc, quand il vient en salle de classe, ce n'est pas la première collaboration que j'ai eue avec lui, c'est la 3e au moins que j'ai avec Marc. Il raconte son histoire, c'est touchant, on est dans l'empathie et on a quelqu'un devant nous qui parle qu'il a surmonté avec une activité de loisir qui lui a fait du bien et qu'il a ensuite adopté pour en faire son métier. Et là, vous voyez la salle de classe,
Je vais vous en reparler de la salle de classe parce que l'environnement pédagogique est très important. On ne peut pas faire de l'éducation si on est dans un bunker. J'ai besoin de fenêtres, j'ai besoin de lumière naturelle. Et grâce au fait que depuis quelques années, on a eu un réaménagement dans notre bibliothèque, on a eu 2 salles qu'on peut réserver. Donc, j'essaye d'être parmi les premières à la réserver pour certains de mes cours. Et là, j'ai eu la chance de l'avoir pour les 13 séances. Donc, ils ont de la lumière, mais en même temps, les gens qui passent à la bibliothèque se disent « Ah, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, ça ouvre la curiosité des autres utilisateurs de la bibliothèque. Donc, vous voyez, donc il y a un partage et j'ai amené les tapis de l'autre bâtiment pour faire le yoga et j'ai amené les briques pour faire le yoga. On aménage la salle, je vous en parlerai plus tard, ça prend du temps d'aménager, de réaménager la salle, d'apporter du matériel et je ne vous le cache pas, on n'a pas toujours tout le soutien sur le campus, il faut se débrouiller, c'est la débrouille. Alors là, je vous ai partagé quelques captures d'un journal. C'est vraiment un journal d'une étudiante super qui s'est laissée emporter par cette belle expérience qu'elle a adorée. Tout le monde n'a pas mis des petites photos, pourtant je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez, c'est votre propriété, vous le gardez après. Donc, j'espère avoir une autre occasion pour vous partager l'analyse de ces journaux de bord. Je vais juste vous partager une citation ici qui est venue dans le Forms d'évaluation, pas d'un journal de bord. La préparation d'une activité, l'évaluer et la mettre en place en cours a été très instructif parce que je leur ai dit aussi de préparer une activité et de la partager avec la classe. Je ne veux pas prendre plus de temps, j'arrive à mes conclusions. Je vous ai dit, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'enthousiasme de ma part, mais il y a beaucoup de défis, pas mal de défis. Alors, parmi les défis à surmonter, le premier, c'était de sortir du bunker et de trouver une classe plus humaine. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai pu trouver la salle de classe à la bibliothèque, mais ça reste une salle de classe. Donc, des tables, des chaises à bouger. Et vous voyez, la première séance, on a mis en cercle déjà pour préparer le cercle autochtone. Et ensuite, dépendamment de l'invité, dépendamment des besoins, en éloigner ou pas les chaises. Il faut avoir le temps et l'énergie aussi pour organiser la salle de classe. Et il faut aussi avoir le temps et l'énergie pour aller chercher des personnes de la communauté qui veulent venir bénévolement prendre de leur temps pour donner au moins 1h30 de partage avec les étudiants en salle de classe, mais aussi ces personnes-là, ils ne viennent pas parachuter. Je prends le temps de les rencontrer, je leur dis quelles sont mes attentes dans le cours, quelles sont les forces que je veux chercher en eux et que je veux qu'ils partagent avec mes étudiants. Ensuite, je leur donne carte blanche. Ils font comme ils veulent. Alors, et aussi, ce qui est difficile, c'est d'être très créative et d'aller, moi, créer des activités, des animations comme la lecture thérapeutique, cinéma thérapeutique, et aussi de trouver comment rebondir quand il y a un incident en salle de classe pour le dédramatiser ou trouver une solution de façon aussi ludique, donc à travers une activité de loisir. Ouais, je voulais aussi faire autre chose. J'en avais beaucoup sur ma liste. Je voulais aller amener les étudiants pour une expérience de hutte de sudation. Donc, j'avais même cherché le financement, pour vous dire, à travers notre service de support pédagogique pour les amener à faire cette expérience. Mais je ne sais pas si vous le savez, travailler avec les communautés autochtones, ce n'est pas facile. Il faut avoir une personne intermédiaire, il faut se faire accepter, il faut qu'un aîné vous dise « oui, venez ». J'avais un aîné qui m'a dit oui, mais il est très sollicité. La communauté la plus proche de notre ville, Moncton, est très sollicitée de plus en plus pour des activités pédagogiques. C'est du positif, c'est bien. Donc moi, maintenant, je suis en train de former mon équipe francophone parce que la communauté à côté est plus anglophone. Bon, je suis un peu sévère avec moi-même, je m'excuse, je veux toujours aller vers le meilleur, mais heureusement, mes étudiants sont là pour me dire ce que tu fais est bon et on est content de ce que tu fais avec nous. Donc, une des questions que j'ai demandées dans le forum, c'est avez-vous des commentaires, des suggestions pour m'aider, moi, en tant que professeur, à améliorer ce cours au fur et à mesure? Et beaucoup ont dit
On a adoré ce que tu as fait. Continue à faire ce que tu as fait. C'est un très bon cours. On a eu que du bonheur. Donc, ça m'encourage, ces remarques-là, ces réflexions-là, mais je ne vais pas dormir sur mes lauriers. Loin de là, je suis toujours à chercher de nouvelles idées. 2 personnes ont dit un grand merci. J'ai adoré que les apprentissages ne soient pas centrés uniquement sur les connaissances, mais également sur les ressentis. J'apprécie vraiment la façon dont nous travaillons parfois en équipe, en classe, et le projet d'équipe, parce que cela nous a aidé à interagir avec nos collègues de la classe et à apprendre à les connaître un peu plus au lieu d'aller en classe et de retourner à la maison. Et pourquoi j'ai dit le mot équipe? Parce qu'une équipe, on est dans une école de sport, l'équipe est soudée, l'équipe se soutient, l'équipe aide à grandir, à collaborer et à mettre en avant ses forces. Et si on a des faiblesses, l'équipe va nous porter pour diminuer ses faiblesses et devenir plus fort. Sur ce, voici mes conclusions. Donc, j'espère qu'on pourra trouver ensemble des pratiques pédagogiques non contraignantes qui pourraient servir de base au développement de la créativité en tant que professeur, qui renforcent notre rôle de médiateur dans le soutien à la valorisation de l'expérience identitaire, à la construction de soi de la personne étudiante. Et comment valoriser l'usage du journal de bord et des retours d'apprentissage individualisés. Ça, c'est ce que j'espère pouvoir vous présenter une autre fois. Voici mes références et je vous remercie pour votre attention.